Aujourd'hui, à Rencontre, la femme au Moyen Âge avec Régine Pernoud. La femme au Moyen Âge était plus libérée qu'on pense. Régine Pernoud, qui est une éminente médiéviste, une grande spécialiste du Moyen Âge, a jeté sur cette importante période de l'histoire une lumière souvent nouvelle. Comme conservateur des Archives nationales de France, son travail lui a permis de déraciner beaucoup de nos préjugés. Elle a voulu en finir avec les bobards et les lieux communs. Auteure de nombreux ouvrages, c'est en déchiffrant durant toute sa vie les vieux documents qu'elle est parvenue à redonner à la femme au temps des cathédrales toute sa grandeur. Elle est interviewée par Marcel Brisebois. Régine Pernoud, vous venez d'écrire un bouquin sur la femme au Moyen-Âge. Tous ces personnages féminins sont absolument extraordinaires. On ne les soupçonnait pas. N'est-ce pas? Fascinant. Oui. Mais alors justement, est-ce qu'il n'y a pas justement une découverte là d'une espèce d'actualité, d'une espèce de modernité de ces femmes dont vous avez parlé? Si, j'en suis persuadée. Il y a une redécouverte et ça donne en effet des idées sur ce que peut être une société quand vraiment la femme y est l'égale de l'homme, voire un tout petit peu plus haut même, parce que au XIIe siècle surtout, elle est vraiment sur un piédestal, la femme. Il y a une espèce de culte de la femme. Mais alors là, évidemment, ça correspond à une recherche de notre temps, à une tendance de notre temps, qui, l'histoire explique tout, qui s'explique aussi par l'histoire. Parce que le Code Napoléon avait tellement remis en valeur le pater familias de l'Antiquité, propriétaire, monarque vraiment dans sa famille, seul à gouverner, même maître pour tout ce qui concerne la vie religieuse, le culte, n'est-ce pas, grand prêtre parmi les siens. Eh bien, c'est ce qu'a remis en valeur le Code Napoléon chez nous. Ce Code Napoléon, qui est devenu le Code civil, on s'en est peu à peu éloigné tout de même. Maintenant, il y a un certain recul et aujourd'hui, on cherche à s'en dégager. Mais entre-temps, excusez-moi, il a fallu que la femme redécouvre un petit peu ses propres possibilités et dans des conditions très difficiles. Alors, on lui montre une société dans laquelle, d'emblée, la femme a un pouvoir extraordinaire. Il est certain, il est évident que ça peut l'intéresser. Et si je vous comprends bien, Régine Pernoud, la période noire de l'histoire de l'humanité, ça ne serait donc pas le Moyen-Âge, mais ça serait une période qui irait, disons, grosso modo, du XIIIe au XIXe siècle, et la période la plus sombre étant le XIXe. C'est à peu près ça. Disons de la fin du XIIIe, parce que c'est surtout à partir du XVIe siècle quand même qu'on a prôné l'imitation du monde antique jusque dans la société. Et que peu à peu, cette imitation du monde antique, avec le droit romain, avec une vision classique de l'humanité, de l'art, des beaux-arts, comme on le disait alors, etc., est entrée peu à peu dans les mœurs. C'est vraiment implanté chez nous qu'au XIXe siècle. Alors, oui, pour moi, la période noire, vous savez, j'ai entendu moi-même Matisse dire la Renaissance, c'est la décadence. Et évidemment, j'étais pleinement de son avis dès ce moment-là. Et je crois qu'il avait pleinement raison du point de vue artistique. Parce que fonder l'art sur de l'imitation, ça nous paraît aujourd'hui absolument aberrant. Et c'est vrai. C'était aberrant, alors que pendant toute la période médiévale, l'art a été jaillissement, invention personnelle, sur des thèmes d'ailleurs très simples et que tout le monde comprenait, mais tout de même invention personnelle. Et à cause de ça, on ne peut pas confondre deux œuvres d'art du XIIe siècle l'une avec l'autre. Chacune est très fortement marqué de la personnalité. Vous n'irez pas confondre le tympan de Moissac avec, que sais-je, celui
Conques, Sainte Foy de Conques ou des choses comme ça. Chacun a vraiment, bien que déployant le même thème, chacun a sa personnalité très marquée par le lieu même où il a été conçu, la pierre dont on l'a fait, les moyens usités à cet endroit, et la personne de l'artiste qui l'a réalisé. Et alors que par la suite, vous confondez facilement le tableau d'un prix de Rome avec le tableau d'un autre prix de Rome, ça, c'est au XIXe siècle. Mais il y a chez vous presque une espèce de, je dirais pas de hargne, mais enfin presque de colère à l'égard du XIXe siècle. Quand on lit par exemple votre histoire de la bourgeoisie, voilà. Vous êtes très anti-19e, vous êtes très anti-bourgeoise aussi. J'espère bien. Écoutez, c'est justement, en réalité, aujourd'hui, bon, on s'intéresse beaucoup à la femme, mais ce qui a fait que moi je me suis intéressée au problème de la femme, c'est que j'ai commencé par travailler pour diverses raisons, comme ça, l'histoire de la bourgeoisie, plus exactement l'histoire du bourgeois, parce que je déteste ça, j'ai toujours détesté toutes sortes d'idéologies, et ce qui m'intéressait, c'était pas les doctrines, ni les systèmes, ni les définitions qu'on pouvait en donner, mais c'était de voir ce qu'on a appelé bourgeois, la première fois que le terme apparut dans un texte. Et pour l'instant, le plus ancien texte, c'est en l'an 1007, début du XIe siècle. Donc il y a un personnage qui est nouveau, pour lequel on a inventé un vocable nouveau. Et j'ai essayé de suivre à travers les temps ce que désignait ce mot bourgeois. Mais alors ça m'a conduit à une découverte, enfin, ce qui est pour moi une découverte, d'autres peut-être le savaient, je ne sais pas. Mais je trouvais par des textes irréfutables, et certains et concrets, des textes de juristes par exemple, pas seulement l'opinion de tel ou tel théologien ou universitaire ou prélat, non, mais par des textes qui ont eu une influence sur la vie des Français, je découvrais peu à peu que plus ce bourgeois que j'avais vu naître au XIe siècle s'affirmait, prenait de l'importance, ajoutait au pouvoir économique un pouvoir administratif très grand, puisqu'il était devenu fonctionnaire, et même à peu près uniquement fonctionnaire. Les monarques d'ancien régime se sont appuyés sur les bourgeois. Et puis, que finalement, au XIXe siècle, il avait acquis aussi le pouvoir politique, et bien, parallèlement à cette montée, il y avait le déclin de la femme. La femme cessait d'exister. Parce que c'est une chose curieuse de penser que dans ces cités médiévales, cités nées au XIIe et XIIIe siècle, qui sont gouvernées, qui se gouvernent elles-mêmes, n'est-ce pas, qui élisent leurs représentants, eh bien les femmes votent, mais personnellement, je n'ai pas encore trouvé, peut-être quelqu'un d'autre aussi en trouvera, mais personnellement, je n'ai jamais trouvé de femme qui ait été échevin ou maire ou recteur ou consul, enfin, qui ait eu une dignité quelconque dans la vie de la cité, dans la vie municipale, là où règnent les bourgeois. Tout de même, ça pose un point d'interrogation. Et pourtant, les femmes votaient. Mais ce sont des hommes seulement qui sont élus. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais enfin, plutôt que d'analyser, on constate que la femme a beaucoup moins d'importance, en somme, dans un régime urbain, celui qu'a instauré le bourgeois, celui qui est le propre du bourgeois, là où il vit, là où il se sent vivre, que dans la vie rurale. Parce que dans la vie rurale, il y a beaucoup de très petites suzeraines. Quand on parle des seigneurs, on imagine toujours des gens qui ont un immense domaine, etc. Mais beaucoup de
dames, qui avaient les droits équivalents aux seigneurs, avaient des domaines qui pouvaient être très étendus, mais qui pouvaient être aussi très restreints. On connaît des domaines seigneuriaux qui couvrent quelque chose comme 6 hectares. C'est très peu. C'est à peine l'exploitant moyen à l'heure actuelle. Mais n'empêche qu'ils avaient des droits seigneuriaux sur ce domaine et que des femmes pouvaient avoir exactement les mêmes domaines, les mêmes droits. Alors la véritable question ne serait donc pas comment en finir avec le Moyen-Âge, mais comment en finir avec le 19e siècle. Oui, ou avec tout l'ensemble de ce qui s'est imposé avec une telle... d'un pouvoir, je dirais, impérial, n'est-ce pas, sans réplique au XIXe siècle. Parce que tout ça avait progressé et ça ne s'est pas fait d'un seul coup. C'est exactement en 1593 que le Parlement repère de bourgeois, comme l'université, en 1593 que le Parlement prend un arrêt qui interdit à la femme toute fonction dans l'État. Et dès ce moment-là, il y a eu une évolution. Depuis le moment où Philippe le Bel prend la première mesure antiféministe, en 1314, presque sur son lit de mort, il déclare que les femmes seront écartées de la succession au trône. Première mesure antiféministe. Ça n'existait pas avant ce début du XIVe siècle. Jusqu'au moment où le Parlement interdit à la femme toute fonction dans l'État, ce qui prouve d'ailleurs qu'elle pouvait avoir une fonction dans l'État jusque-là, eh bien, il y a une période de transition et puis ça s'affirme de plus en plus jusqu'à notre XIXe siècle. Qu'est-ce que signifie une vie comme la vôtre, passer à l'étude des textes, des papiers, des archives? C'est vrai. Ben, évidemment, vu de l'extérieur, j'ai l'impression que ça peut paraître extrêmement ennuyeux et aride. Parce que c'est vrai que j'ai passé ma vie dans les vieux papiers et dans les archives, et surtout dans les vieux parchemins d'ailleurs, puisque moi, ce qui m'intéressait, c'était le secteur ancien, le trésor des chartes, les registres du trésor, etc. Mais je vous assure que c'est captivant en réalité. C'est curieux de penser parce que c'est très concret ce que nous rencontrons. Surtout les chartistes sont formés, je dois beaucoup à l'école des chartes, ça je ne le renierai pas. Les chartistes sont formés à aller droit au texte, droit au document, à ne pas s'inquiéter de l'opinion de monsieur un tel, du système de monsieur un tel, de tel slogan en vigueur. Je pourrais en citer plus d'un à l'heure actuelle. Bon, on me parle de nouvelle histoire et tout ça. Moi, je dois dire que ça m'est complètement égal. Vous comprenez? Ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des gens. Et ces gens, je les rencontre dans un acte de donation qui apparemment, mon Dieu, n'est pas grand-chose. On donne à exploiter un arpent de forêt à tel personnage qui devra pour ça apporter chaque année à la Saint-Michel un coq, une poule et 6 poussins, ou quelque chose de ce genre, n'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Seulement, c'est intéressant, par exemple, de remarquer que dans cet acte, ce n'est pas l'homme qui décide, c'est l'homme et la femme. Quelquefois, l'homme, la femme et l'enfant. Et l'enfant. Et l'enfant. On a des cas dans lesquels on mentionne l'approbation de l'enfant, même si c'est un enfant de 6 ans dans certains cas. Donc la famille est importante. La famille est très importante. La famille est capitale. Et je me demande si ce ne serait pas une chose à faire comprendre à notre époque. Pas pour imiter, mais pour réinventer et comprendre qu'il s'est déjà passé d'autres choses. Curieusement, notre époque renie la famille, mais elle cherche la communauté. Car je suis frappée de voir combien les jeunes cherchent à se grouper. Et pendant la période féodale, la base, c'est la famille. La famille est très, très stable. Eh bien, c'est ce qui donne aux jeunes leur liberté. C'est ce qui permet aux jeunes d'être majeurs à 14 ans
pour les garçons et dès 12 ans pour les filles, car les filles étaient majeures à 12 ans. C'est qu'il y avait un endroit, un point stable où ils sont sûrs d'être toujours chez eux, quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui fait aussi que c'est une époque de pionniers, de gens qui voyagent énormément d'abord. Le mouvement des pèlerinages est quelque chose que nous jugerions insensé, plus important. Je pense que vous avez même un mot pour ça. Vous dites que les gens du Moyen-Âge étaient des gyrovagues. Est-ce que je me trompe en vous disant... Non, c'est absolument ça. Ils adoraient bouger. C'est pour ça d'ailleurs que le servage a fait l'effet d'une obligation pénible, parce qu'il impliquait la stabilité. Et que le moine, de son côté, s'engageait à la stabilité. C'était une rude pénitence pour lui. Enfin, et ça ne l'empêchait pas quelquefois de bouger quand même, parce que même le serf pouvait quitter sa terre pour aller, si c'était pour aller en pèlerinage. Peut-être que ça explique une partie d'ailleurs, le succès des pèlerinages, je n'en sais rien. Mais enfin... le serf pouvait quitter sa terre si c'était pour aller en pèlerinage, et le moine pèlerinait lui aussi beaucoup, de toute façon. Et puis les autres gens comme vous et moi étaient constamment sur les routes, eux aussi. Et je crois que cette facilité même à s'expatrier, même à quitter. C'est à cause de la stabilité et cette liberté, même chez les jeunes, surtout chez les jeunes, était justement à cause de cette stabilité d'une familiale. Oui, mais il ne s'agit pas quand même de gens un peu exceptionnels. Ce que vous venez de dire, les serfs, eux, sont liés au sol, donc c'était quand même la grande majorité des gens. Ah non, pardon. Songez que dès le milieu du XIIIe siècle, il n'y a plus de servage que dans trois coutumes régionales et trois autres tout à fait locales, comme la coutume de Chaumont, par exemple. Non. Le mouvement des affranchissements commence très tôt, dès le 5e, 6e siècle, et à ce moment-là, c'est l'affranchissement de l'esclavage. Et le mouvement d'affranchissement des serfs, on le voit dès le 11e siècle, et il est très, très, très large et très étendu. Et le mouvement, d'ailleurs, de fondation de ville est parallèle au mouvement d'affranchissement du serf, parce que ce que veulent les bourgeois, justement, au début, c'est avoir la possibilité de circuler, d'installer un marché et d'avoir un endroit où ils soient les maîtres, parce que c'est l'entrepôt de leurs marchandises, c'est l'endroit où ils tiennent boutique, etc. Et c'est ça, le mouvement urbain. Donc, quand même, les bourgeois ont quand même cet avantage d'avoir été un peu à l'origine d'une certaine liberté. Ah, mais je suis tout à fait de votre avis. Et d'une liberté qu'ils ont tirée à leur profit. Voilà. Au XIXe siècle, je crains qu'au moment où ils formulent la devise liberté, égalité, fraternité, qui en somme est très très belle, citez-moi quelque chose de plus beau du point de vue purement humain que cette devise-là. Non, c'est très beau. Seulement, à ce moment-là, n'oublions pas que ça a été le moment où, comme suivant la boutade de quelqu'un, on dit le français aime tellement la liberté que chacun la veut pour lui seul, parce qu'il en est amoureux. Eh bien, c'était ça de la part de la classe bourgeoise. Mais vous disiez donc liberté des jeunes. Mais est-ce que le mariage n'est pas quand même à ce moment-là tout planifié, tout organisé par la famille, donc qui enlève la liberté aux jeunes? C'est vrai, si. Surtout dans les familles nobles. Dans les familles roturières, beaucoup moins quand même. Les familles roturières, alors du coup, sont la très très grande majorité. Mais il y a quelqu'un qui a lutté pour la liberté des jeunes de ce point de vue du mariage. Et ça a été l'Église. Et pensez que dès le 8e siècle, l'Église écarte complètement le consentement des parents pour le mariage des jeunes, pas pour le mariage des gens, dès le 8e siècle. Et l'obligation du consentement des parents ne sera
de nouveau admis par l'Église qu'au Concile de Trente, et encore, quand on lit le détail des délibérations de ce Concile de Trente qui a duré des années et des années, eh bien, c'est beaucoup sous l'influence de la délégation française. Et là se sentait la volonté du monarque Henri II qui tenait à ce que les héritages soient surveillés et que ne s'en allaient pas n'importe où au gré de la fantaisie des jeunes couples, et qui a rétabli en France par l'ordonnance de 1556, qui a beaucoup pesé sur la suite, a rétabli l'autorité des parents, même d'une façon effroyable, puisque dès ce moment-là, la majorité était ramenée jusqu'à 25 ans. Il fallait avoir 25 ans pour être majeur, et que l'enlèvement d'une fille mineure, donc de moins de 25 ans, était considéré comme un rapt, et le rapt pouvait être puni de mort. Ce qui m'étonne dans ce que vous dites, finalement, c'est que, selon vous, l'Église, au Moyen-Âge, a été une force de libération, alors qu'elle m'apparaît à moi plutôt comme une force d'obscurantisme. Qu'on ne pense par exemple qu'à l'Inquisition, qu'on pense qu'à ces condamnations perpétuelles. Oui. Alors comment pouvez-vous dire d'une part que l'Église soit libératrice, alors que tous ces actes nous semblent au contraire des actes d'obscurantisme? L'Église, elle a 2000 ans, n'est-ce pas, à l'heure actuelle. On connaît de sa vie au Moyen-Âge Charlemagne au début, qui a imposé le baptême à des tas de Saxons, les a convertis un peu de force, et puis l'Inquisition. Puis les croisades, quand même. Et puis les croisades. C'est quand même pas une page très glorieuse. C'est pas une page glorieuse, les croisades. Vous trouvez qu'il vaut mieux laisser massacrer Beyrouth, comme nous l'avons fait, comme nous les laissons faire sous nos yeux? Enfin, ça c'est encore un autre... Mais revenons à l'Église, force de libération. Qu'est-ce qui a fait disparaître l'esclavage tout de même? Et qui est-ce qui a imposé, justement, et fait entrer dans les mœurs peu à peu l'égalité de l'homme et de la femme, si ce n'est pas l'Église? Qu'on vienne me donner, moi j'attends, comme dans mon ouvrage, et c'est, je dois dire, personnellement, une sorte de découverte que j'ai faite. J'ai travaillé l'histoire de l'Église, si vous voulez, en remontant, parce que j'étais étonnée de voir cet extraordinaire pouvoir attribué à la femme au XIIe siècle, sous la France féodale, et l'Angleterre et les autres pays d'Occident. Alors, j'ai tâché de remonter le cours du temps. Mais qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'influence de l'Église. On trouve l'influence de l'Église notamment dans cette question du mariage, dès le début, dans l'égalité de la femme, quand on voit le rôle de la femme dès les débuts de l'Église. Mais c'est extraordinaire, et ça demanderait à être étudié en détail et mis un peu en valeur. Quelles sont les premières personnes que l'Église mette sur les autels si ce ne sont pas des femmes? Quelques hommes. Comptez le nombre d'hommes qui sont portés sur les autels déclarés saints pendant les 3 premiers siècles, et le nombre de femmes, mais vous serez stupéfait. Oui, mais on vous dira on dira justement que l'Église a porté les femmes sur les autels pour mieux les immobiliser, pour mieux les aliéner. Oui, ça c'est bien gentil. C'est comme on me dit, oui, au XIIe siècle, n'est-ce pas, la femme, on avait le culte de la femme, mais c'était précisément pour mieux l'aliéner. Moi, je veux bien être une femme aliénée si je suis reine couronnée, ayant une chancellerie, des moyens d'exécution et le même pouvoir que le roi. Si c'est ça que vous appelez aliénation, vivement l'aliénation pour toutes les femmes. C'est-à-dire qu'elle est absolument sur le même pied que l'homme. Oui, ça, vous parlez d'un pouvoir politique, n'est-ce pas? Ah oui, mais c'est important, dites-moi, le pouvoir politique. Vous savez, depuis quand nous avons reconquis en France le pouvoir politique? 1947, c'est le général de Gaulle qui nous l'a donné, avec le droit de vote. Alors, tout de même, n'est-ce pas, ça ne fait pas si longtemps. Mais il n'y a pas que le pouvoir politique, il y a tout il y a tout l'aspect, je dirais, dont on parle beaucoup actuellement, par exemple la vie affective, la vie sexuelle de la femme, parce que la femme à ce moment-là n'était pas simplement perçue comme une marchandise d'échange entre des...
C'est justement contre quoi l'Église s'est élevée. Et les obligations de l'Église ont été proclamées aussi bien pour les hommes que pour les femmes, parce que c'est l'Évangile. Qui est-ce qui, pour la première fois dans l'histoire, met l'homme et la femme exactement sur le même pied dans le mariage? C'est le Christ. Lisez ça y est, dans les 3 synoptiques. Et ça a scandalisé les apôtres d'ailleurs. Ils ont dit, si c'est comme ça, autant vaut pas se marier. Ah non, là ils n'en ont pas voulu, n'est-ce pas? Ils ont trouvé que vraiment le Christ allait trop loin, c'était trop fort. Et en effet, dans leur civilisation, il y allait fort. Et ça, on l'a compris, et surtout on l'a vécu que peu à peu. Mais ça a été vécu merveilleusement, justement, au cours des premiers siècles de l'Église, et puis ça a été peu à peu instauré dans les mœurs, facilité d'ailleurs dans nos pays, en France, en Irlande, en Espagne, par l'influence de la société celtique, qui se retrouvait un peu elle-même. Car chez les Celtes, je ne dirais pas que la femme était à égalité avec l'homme, non. Je ne crois pas qu'on puisse le dire d'aucune civilisation, en dehors de la civilisation chrétienne. Mais du moins, était-elle étroitement associée à l'homme? Et prenait-elle part à ses activités? Et ça scandalisait beaucoup les écrivains romains. Et comme après, lors de l'effondrement de l'Empire au 5e siècle, la civilisation celtique reprend un peu ses droits en France, en Espagne, même en Italie, dans le domaine des îles Irlande et britanniques aussi, eh bien, peu à peu, on voit cette liberté et cette égalité qu'instaurait l'Église prendre chez nous très naturellement. Régine Pernoud, je vous remercie. Régine Pernoud est l'auteur notamment d'une histoire de la bourgeoisie en France, parue au Seuil, de La lumière du Moyen-Âge chez Grasset, de Pour en finir avec le Moyen-Âge dans la collection Point Histoire au Seuil, excellent petit livre, et de La femme au temps des cathédrales, paru chez Stock.